Gilles Savary pour le groupe SRC. Essayez de ne pas être trop long puisque j'ai, je ne sais plus combien de 18 intervenants. On va essayer d'être bref, mais on va quand même féliciter Bruno Le Roux de son rapport qui est extrêmement concret, excellent, puis qui a été mené tambour battant sur un sujet qui est un sujet dont on venait tout juste de se saisir au XAC, mais de façon extrêmement lente, et donc le travail est fait. Oui, je crois qu'il faut le dire ici, la situation est critique. Elle n'est pas désespérée, mais elle est critique dans le transport aérien français, parce qu'évidemment, il n'a pas échappé au bouleversement du monde. Je dirais même que le transport aérien étant par nature international, il subit des chocs frontaux à l'échelle de la planète, et la distance n'y fait rien. On est dans des concurrences totales. Et qu'est-ce qui a bougé? Ce qui a bougé d'abord, c'est très paradoxalement une augmentation des trafics. C'est-à-dire que l'avenir du transport aérien est mirobolant, si je puis dire. Des masses de population sont en train de s'éveiller à la mobilité, à partir en vacances, à faire des transports transcontinentaux. Mais malheureusement, tout ça est décalé. C'est le sud-est asiatique qui fournit l'essentiel des clientèles et qui se développe. Ce sont donc les Émirats qui essaient de jouer de leur position géographique pour assécher, les Émirats et la Turquie, assécher les hubs européens. C'est le Pacifique et les relations entre les États-Unis, la Chine, qui vont dominer le monde dans les années qui viennent. Et donc, il y a un risque de marginalisation de nos vieilles et vénérables compagnies historiques, qui sont nées à l'époque des empires, en plus, et qui donc étaient très dominantes. Donc, au plan géopolitique, c'est quand même quelque chose d'historique qui est en train de se passer. Deuxièmement, la libéralisation des marchés a terriblement réussi en termes de démocratisation du transport aérien. On est sur une baisse tendancielle des prix du transport aérien, considérable, avec évidemment les coûts qui ne baissent pas autant, mais avec un effet adaptatif, vous l'avez noté, l'apparition du low cost sur le point à point, qui a été fulgurante, qui a été négligée par les compagnies historiques, qui aujourd'hui représente plus de 50% du marché européen, plus de 50%. La première compagnie européenne, c'est Ryanair, ça n'est plus une compagnie historique. Donc autant vous dire qu'il y a le feu au lac. On est dans une espèce de mâchoire concurrentielle entre le low cost sur le court courrier et qui fonctionne très bien. Alors, il y a les low cost voyous, mais vous avez vu que la justice y a mis bon ordre récemment avec le procès Ryanair-Marignane. Donc tout le monde convient que le low cost est un modèle économique génial, une innovation remarquable, qui est d'ailleurs plébiscitée par la population. Donc il existe, on ne le réduira pas. Et puis l'autre mâchoire, c'est la mâchoire du Golfe qui a été décrite tout à l'heure excellemment par Bruno Le Roux. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas rester dans la béatitude de notre splendeur passée et de ce qu'a représenté Air France. Il n'y a plus que trois groupes. Il n'y a plus que trois groupes en Europe. Hein, c'est British Airways, c'est Lufthansa et c'est Air France KLM qui ont absorbé la plupart des autres compagnies historiques, y compris Iberia ou Alitalia, qui, elle, est en train de partir avec Etihad, c'est-à-dire le Qatar. Donc voilà, la situation a été très bien décrite. Je crois qu'elle est très... elle doit attirer notre attention. Il en découle, vous le savez, Air France en difficulté financière depuis 2008 avec la crise, quelque chose comme moins 500 millions de résultats opérationnels, avec évidemment par ailleurs ces problèmes de position concurrentielle par rapport au low cost qui est en train de gagner des parts de marché partout sur le point à point et sur le marché intérieur. Et il en résulte, paradoxalement, ça a été dit, 1 milliard par contre de résultats opérationnels pour Aéroport de Paris. Voilà, les deux. Et donc on ne peut pas dissocier complètement Aéroport de Paris qui perd aussi des points par rapport aux aéroports concurrents en Europe. Donc voilà quelle est l'équation telle qu'elle est posée. Et les réponses qui ont été apportées par Bruno Le Roux sont des réponses d'évidence. Je me pose simplement la question de savoir si l'État est capable de les digérer. C'est à peu près, si on mettait tout en place, hein, je pense que c'est autour de 300 millions d'euros par an qu'on injecterait dans le système aérien si on supprimait... si on mettait en place les préconisations de Bruno Le Roux au niveau des taxes. Élargissement des assiettes, prise en charge d'une partie de la sûreté par l'État, et ainsi de suite. Donc voilà quelles sont les mesures qui sont proposées. Moi, je préconise qu'on les soutienne le plus massivement possible. Mais le repositionnement de l'Europe et d'Air France ne se réduit pas simplement à un allègement de taxes. Il faudra des déploiements stratégiques extrêmement rapides, après avoir tant traîné à se redéployer. Il faudra aussi que la puissance publique mette de l'ordre dans sa tête sur le lien entre aéroports, compétitivité des aéroports et compétitivité d'Air France.
bon, je vais vous poser 2 questions. La double caisse, très bonne question. Il est évident que l'aéroport de Paris se nourrit des clients d'Air France. Il n'y aurait pas Air France, il n'y aurait pas les commerces d'aéroport de Paris. Donc, il serait quand même légitime que cette double caisse disparaisse. Seulement, je me pose la question de savoir si on ne va pas être dans le même syndrome que celui des autoroutes, puisque maintenant, Aéroport de Paris nous dit « je finance Charles de Gaulle Express ». À l'État, ce n'est pas la peine d'y mettre beaucoup d'argent. Et donc, ils vont justifier très vite la double caisse en disant « regardez, je réinvestis en permanence ». Donc moi, je pense que ce qui est très important, c'est de regarder le contrat le contrat qui est de régulation qui est en place. Et voilà. Deuxièmement, je pose la question à Bruno Leroux. Bon, sur les aéroports, on voit ce qui se passe à Toulouse. Donc à Toulouse, toute stratégie aéroportuaire pourrait nous échapper. Est-ce qu'il faut qu'on continue à ouvrir le capital ou à vendre le capital de l'État? Ou est-ce que l'on ne peut pas considérer, comme sur le chemin de fer, comme pratiquement dans tous les autres domaines des transports ou des économies de réseau, l'infrastructure est publique quand le marché est ouvert? Actuellement, c'est ce qui se passe sur le gaz, l'électricité, c'est ce qui se passe sur le ferroviaire. Et la question va très vite nous rattraper. Enfin, la question de Toulouse est une question d'ailleurs exemplaire, puisque, après tout, Toulouse aura intérêt à prendre les Chinois. Il n'y aurait pas de problème de régulation nationale. Il pourrait avoir un hub chinois qui déstabiliserait peut-être Paris, et éventuellement Air France. Donc il n'y a plus de politique aérienne possible. Si on fait pareil avec Lyon, si on fait pareil avec Bordeaux. Gilles. Voilà. Donc je vous pose la question sur les aéroports. Pardon. Je te connais. Il est très bavard, Gilles. Il est toujours très bon, d'ailleurs.